à tous, c'est un plaisir de… Oui, alors l'enregistrement a commencé. En effet, merci Julien Boucher d'être le coordinateur technique. Vous enregistrez la totalité de la réunion. Ensuite, on la met comme les autres fois. On a un effet multiplicateur parce qu'on nous demande, bien entendu, de pouvoir suivre ces intéressantes réunions que vous rendez intéressantes par votre participation. Au début de cette réunion, j'aimerais dire que depuis la dernière, puis c'est une tradition de l'IGNOM Genève d'organiser ces visioconférences, depuis ont eu lieu les rencontrements du bois à Lausanne. Et j'aimerais pas manquer cette occasion pour féliciter encore l'IGNOM Vaud de la performance réalisée, parce que préparer un événement général, régional, de cette importance en période de pandémie, ce n'est vraiment pas simple et ils méritent d'être félicités. D'ailleurs, ils ont remporté un succès mérité et ceux qui y participaient ont eu raison d'y aller parce que c'était fort intéressant. Merci au CEDOTEC aussi de son appui constant. On travaille tous, les différents LIGNOM de Suisse romande, on travaille tous avec le CEDOTEC, on s'appuie sur lui. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est en quelque sorte la structure de l'IGNOM suisse sur laquelle il y a un mandat de l'IGNOM suisse pour nous fournir une prestation technique qui est importante et on sait en profiter. Merci encore Daniel de ces différentes prestations. Mesdames et messieurs, lors de nos dernières, depuis l'IGNOM, depuis les rencontres Woodrise de Genève, il y a des sujets qu'on n'a pas lâchés. On n'a pas lâché parce qu'ils sont toujours extrêmement d'une extrême actualité. On disait en janvier 2019 que le bois était trop bon marché. Ça a changé, ça a inquiété et à certains égards, ça a rassuré. Sur le plan suisse, la situation n'est pas catastrophique en ce qui concerne le prix du bois. Et ça me conduit à faire une remarque sur le prix du bois. Parce que j'ai vu au cours de ces dernières semaines, on a à Genève eu une motion qui passait au Grand Conseil et différentes structures, organisations ont été auditionnées. Et certains ont cru devoir, et notamment des milieux professionnels qui ne sont pas du bois, ont cru devoir faire des remarques sur le bois qui n'étaient pas particulièrement, enfin, j'ai pas particulièrement apprécié et qu'on ne peut pas particulièrement apprécier, comme si le bois allait véritablement déstabiliser le milieu du béton, il y a quand même beaucoup à faire, ou le milieu de l'acier. Le bois peut jouer un rôle plus important, mais ce n'est pas nécessaire de le craindre. Au contraire, on doit jouer sur la mixité des matériaux. Et sur le prix du bois, ramenons les choses à leur véritable proportion. C'est intéressant, il y a 15 jours, nous étions avec les LIGNOM de Suisse romande, avec CEDOTEC, à Porrentruy, nous avons visité la patinoire de Porrentruy. La patinoire de Porrentruy, dont on annonce qu'elle est en bois, et on a raison de le dire que le bois joue un rôle important à Porrentruy, c'est un investissement de l'ordre de 30 millions. Sur les 30 millions, vous avez 6 à 7 millions d'installations techniques. Vous avez 3 millions de béton et vous avez combien pour le bois? 3 millions aussi. C'est donc dire que le bois représente le 10% de la construction dans son ensemble et que même si son prix a augmenté, il ne peut pas avoir des influences qui compromettent véritablement la réalisation d'un objet. On a exagéré sur l'augmentation, les conséquences de l'augmentation du prix du bois. Il faut insister là-dessus parce que c'est important. Certains s'emploient à mettre en exergue une augmentation qui serait excessive et ceux qui le font, c'est souvent parce qu'ils ne maîtrisent pas le bois, ils préféreraient travailler sur un autre matériau. En ce qui nous concerne maintenant, nous allons traiter du thème « Valorisons nos circuits courts et consommons et transformons ici notre bois suisse et régional ». Dans nos différentes réunions, on a constaté que nous ne manquions pas de bois puisque, en principe, on dit que nous retirons le 50% de ce que la forêt produit. Alors, pour commencer, une brève intervention de Christina Guesch sur ce que nous possédons en matière de bois, l'état de nos forêts, de ce qu'elles peuvent donner. Ce n'est pas une conférence, Christina, comme je t'ai demandé, c'est un flash sur la situation du bois que nous possédons. Merci, c'est à toi. Merci bien, Claude. Merci aussi pour ce thème aujourd'hui qui est de grande actualité avec ces filières courtes. Avec un temps où on parle beaucoup de ces changements climatiques, du carbone, etc. Je pense que la filière bois a un grand atout à jouer
dans ce contexte. Puis si on veut se targuer d'être écologique et d'utiliser des matériaux renouvelables, il faut aussi penser à limiter l'énergie grise, ne pas exporter notre bois à l'étranger pour qu'il soit collé là-bas et réimporter les bois qui sont collés. C'est un petit peu en contradiction avec cette étiquette verte qu'on aimerait faire valoir. D'où l'importance de pouvoir aussi valoriser notre bois dans le pays, faire nous cette valeur ajoutée sur le bois, en faire profiter notre pays. J'avais la dernière séance ou cette dernière rencontre aussi mis en avant qu'on a du bois, on est loin d'utiliser tout le potentiel qu'on a dans ces forêts suisses. Alors c'est clair que le bois facile, c'est le premier qui est utilisé, mais il reste passablement de bois dans les forêts privées, aussi dans les forêts de montagne. Je vais expliquer qu'en Valais, on coupait du bois pour des raisons de protection de la forêt. Et c'est 40 à 50 000 mètres cubes annuellement qui sont coupés et qui restent à pourrir en forêt, faute de pouvoir payer le débardage. Alors, c'est quelque chose qui fait mal au cœur aux professionnels de la forêt, aux forestiers bûcherons, et c'est absolument un manque de respect pour ce bois qui a mis 100 ou 200 ans à pousser dans nos forêts de montagne, de lui donner en finalité juste de pourrir et pas être valorisé dans des constructions ou dans des chaudières. Alors, d'où l'importance de ce thème aujourd'hui. Merci Christina. On a assez de bois, par contre, on ne le paye pas suffisamment pour pouvoir en effet bien l'utiliser. Quand tu donnes l'exemple de ce bois qui reste à terre en Valais, parce que c'est particulièrement la disposition des forêts est particulièrement peu accessible selon les endroits, mais c'est un problème qui est plus général. Merci d'avoir rappelé ça. On a du bois en suffisance, trouvons le moyen de bien l'utiliser. Est-ce que maintenant Pierre-André Delars nous entend? Eh bien, visiblement, auditivement, on ne l'entend pas. On entendra son témoignage tout à l'heure, on reviendra sur lui tout à l'heure, et puis autrement, c'est toi que je te repasserai la parole tout à l'heure. Alors, je me tourne maintenant vers Gauthier Corbat. Gauthier, vous êtes là. Je ne vois pas sur l'écran. Oui, voilà. Voilà, Gauthier. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous voir. Il y a 15 jours, j'avais le privilège d'être devant votre scierie. Et puis, j'ai même vu le bois qui était destiné, les poutres qui étaient destinées à Notre-Dame de Paris. Alors, c'est vrai que ce n'est pas vous qui construisez Notre-Dame de Paris. Il y a eu certains titres qui étaient forts. Enfin, je comprends qu'ils aient provoqué votre satisfaction. Il y a 40 scieries qui ont été sollicités par le gouvernement français pour produire ce bois, cette partie spécifique de la cathédrale, et vous êtes la seule scierie étrangère, et je comprends que ce soit une satisfaction pour nous, pour vous, et c'en est une pour nous, de montrer que le bois suisse a des qualités et qu'il peut même aller jusqu'à Notre-Dame de Paris. Mais maintenant, ce n'est pas de ça que vous allez nous parler. Nous venons sur le circuit court, et je vous laisse la parole pour évoquer ce sujet-là, c'est-à-dire de pouvoir utiliser du bois de notre pays. Vous êtes spécialisé dans le feuillu, non pas dans le résineux, mais dans le feuillu, le bois de notre pays, et quid de la situation par rapport aux scieries dont on constate qu'elles sont en tous les cas en nombre insuffisant pour pouvoir répondre à la totalité de la demande, puisque, comme Christina Guesch l'a dit tout à l'heure, on exporte du bois à l'étranger, on le transforme, deuxième transformation à l'étranger, on le réimporte, on crée ainsi un déficit environnemental et on crée un déficit économique en ne prenant pas la valeur ajoutée que nous aurions en le conservant sur notre territoire. À vous, Gauthier, la parole. Merci, Monsieur le Président. Déjà, j'aimerais vous remercier d'être venu à Porrentruy il y a une petite quinzaine de jours, d'avoir visité la patinoire. Je crois que les chiffres que vous avez évoqués sont effectivement révélateurs d'une situation qu'il faut avoir devant les yeux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a plus de parts de marché gagnées par le bois dans la construction qu'on est encore leader et puis qu'on peut vraiment ici parler d'une valorisation totale de notre matériau. Donc là, je vous suis complètement.
Pour le reste, je vous salue aussi, excusez-moi, mesdames, messieurs, merci d'être présents. La question est très vaste, hein. Je ne vais pas pouvoir traiter évidemment de l'ensemble de ce sujet lors de cet échange. Peut-être deux points qu'on ressent effectivement à propos des circuits courts, peut-être trois même. Le premier, ce n'est pas moi le spécialiste, mais je crois que pour simplement rester sur la patinoire de Porrentruy, je regarde Daniel hein, du coin de l'œil. Ce qui est assez admirable, c'est que le SIDP, donc le syndicat de communes qui a fait le choix du bois, a réussi à travailler main dans la main avec l'IGNOM. Je pense que vous connaissez peut-être déjà ce sujet, mais pour respecter les marchés publics et réussir véritablement à construire cet objet, quand même d'importance, on va dire, régionale, voire au-delà. Notamment grâce au deuxième champ de glace, qui est donc un des seuls de Suisse aux dimensions nord-américaines, je disais, tout en respectant les marchés publics, à réussir ce circuit court. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a souvent, alors peut-être que ça va mieux qu'un temps, mais il y a souvent déjà des réticences, en tout cas des discussions, des découragements qui se font au niveau légal, puisque, comme vous le savez, il faut respecter un certain nombre de normes et de bases légales, notamment nos accords avec l'OMC pour réussir ce genre d'objet. Donc, Gauthier, excusez-moi, juste une chose. Concernant les marchés publics, c'est Daniel Ingold, à la fin, quand on aura fait le tour des scieurs, si je puis dire, Daniel abordera le problème du marché public, car en effet, il est majeur. Je vous laisse continuer. Oui, ça me paraît un point effectivement central. Ce qui me réjouit particulièrement, et ça c'est peut-être mon message principal aujourd'hui, c'est que la patinoire de Porrentruy sert vraiment d'exemple en Suisse, et puis on a énormément de visites depuis le mois d'août. Vous disant ça s'organise toujours de manière relativement ponctuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore véritablement un plan de visite qui a été mis en place par les exploitants de la patinoire. Pour autant, il y a un circuit qui est aujourd'hui existant dans le Jura, qui passe par la patinoire, la nouvelle unité Fagus Suisse au Breleux, où on fait un lamellé collé en feuillu, et effectivement notre série à Vandelincourt. Donc, c'est vrai que ça donne, et très, très souvent, encore une fois, des gens de l'extérieur du canton du Jura, la plupart du temps, j'ai fait 3 visites la semaine passée, donc c'est aussi assez chronophage, mais disons que ça a des retombées intéressantes, on l'espère, pour la filière. Mais je crois que ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. On sent qu'avec ce genre d'objets qui sont exemplaires, et puis comme le HCA Joie est souvent dans les médias ces derniers temps, ben voilà, ça crée un cercle vertueux pour le bois, comme pour la région et le hockey. Alors voilà, ça c'est pour moi un vrai motif de satisfaction. Maintenant, effectivement, le gros problème, je suis un des 2 romans avec le fils de Jean-François Rime, donc Jacques a siégé depuis une petite année au comité central de l'industrie du bois. Ce qui met sous pression, je dirais, un certain nombre d'acteurs, c'est que si on prend l'exemple des colleurs aujourd'hui, ils vont nous faire comprendre qu'ils veulent bien coller davantage de bois, mais que les infrastructures donc de première transformation du bois en Suisse sont relativement limitées si vous avez des augmentations de pourcentage d'achat de fournitures en bois suisse. Donc, c'est vrai que ça représente un défi considérable. Je vais vous donner un exemple concret. On est équipé ici à Vandelincourt avec une unité de délignage du bois. Il y a très peu d'unités de première transformation du bois feuillu en Suisse qui sont équipées d'une telle unité. Ce qui veut dire que vous avez un approvisionnement pour le bois collé vers Fagus ou vers d'autres acteurs en Suisse qui est relativement limité si, encore une fois, la demande augmente. Donc là, je pense que l'adaptation à un marché exponentiel est un défi majeur je parle pour le feuillu, hein, parce qu'évidemment, pour le résineux, c'est plus compliqué pour moi d'en parler, mais pour le feuillu, en tout cas, avec le phénomène Fagus, mais plus généralement du bois collé feuillu, puisque la patinoire, pour y revenir encore, c'est assez exemplaire à ce niveau-là. On est limité dans les capacités, donc on ne peut pas, je dirais, pour le dire un peu trivialement, faire les malins avec ça aujourd'hui. Et je pense que ça pose un certain nombre de défis et de questions sur l'avenir de ce genre de procédés dans des volumes, je dirais, plus conséquents que ce qui est aujourd'hui disponible. Peut-être un mot sur l'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est quand même relativement tendu dans les forêts suisses pour ce qui concerne encore une fois le feuillu, puisque vous avez des acteurs comme Paul Mayer, donc allemands, qui viennent acheter aujourd'hui des qualités qui aujourd'hui nous concernent directement. Donc vous avez quand même, pour prendre un exemple, mais il y en a d'autres, d'acheteurs étrangers, ou en tout cas issus de nos amis pays limitrophes, qui viennent se fournir aussi en Suisse. Donc voilà, c'est aujourd'hui
on voit que là aussi, en termes d'approvisionnement, il y aura peut-être dans les années qui viennent une question qui va se poser dans les forêts. Quand je parle de tension, les gens ne viennent pas aux mains, mais enfin, de temps en temps, c'est quand même relativement compliqué. Alors, voilà ce que je peux vous dire. Moi, je peux évidemment évoquer, après la valorisation et les sous-produits de nos forêts, le projet qui va être mis en œuvre dans le Jura avec cette production d'hydrogène, mais je n'aimerais pas tenir trop longtemps le crachoir. Une question en ce qui concerne les acheteurs étrangers. Ce phénomène, on l'a vu en Suisse, on l'a vu, mais d'une manière supportable, en tout cas jusqu'à présent, mais préoccupante. Par contre, en France, c'était beaucoup plus grave. Et il y a eu des appels qui ont été lancés pour dire ne vendez pas votre bois aux Américains et aux Chinois et en laissant tomber les Français. Et là, bien entendu, le business peut évidemment pousser les gens à vendre à celui qui paye le plus, mais il y a quelques lignes à avoir. Comment se protéger de cette concurrence internationale? Oui, effectivement, je vous remercie de la question. Ça, c'est un thème dans le thème Notre-Dame, celui de l'exportation du chêne vers l'Asie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime à peu près que 30% du chêne français, donc dans les qualités industrie, sont exportés vers la Chine, ce qui pose un problème majeur aux scieries françaises qui sont tout à fait capables d'absorber ces volumes. Et puis, ils ont utilisé aujourd'hui le projet Notre-Dame pour rendre visible cette problématique, d'abord auprès directement du président. Il a reçu donc en main propre une demande dans ce sens-là pour arrêter l'exportation des grumes, sauf que vous pouvez imaginer que c'est une question qui se règle à ce niveau-là plutôt à Bruxelles qu'à Paris en raison donc, de l'espace économique. Et donc ça, c'est un problème aujourd'hui majeur et puis qui pose des problèmes aux scieries françaises dans la mesure où vous avez une telle demande aujourd'hui que non seulement ils pourraient facilement absorber ce volume, mais ils doivent, certains collègues, mettre leur scierie à l'arrêt sur plusieurs jours, ces dernières semaines en tout cas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de chêne acier. Sachant qu'en plus, chaque année, il y a un petit peu moins de chêne à disposition sur le marché français. Donc ça, c'est clair que c'est un problème majeur. Alors, ce qu'a fait la France pour essayer de se protéger de ça, concrètement, c'est qu'elle a mis en place, il y a 2 ou 3 ans, ce qu'on appelle le label UE. Donc, ils l'ont fait vraiment au niveau national. Ça concerne uniquement les chênes. Ça s'est fait, je ne sais pas si ça fait en bonne ou en mauvaise entente avec l'Union européenne, mais en tout cas, ça s'est fait au niveau national. Et ce label, en fait, impose aux différents acheteurs de chênes français, donc via les ventes aux enchères ONF, d'être labellisés et de transformer la matière. Ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter un lot de chêne en France via les canaux officiels de l'ONF sans garantir la transformation de ce bois chez vous. Ceci dit, c'est très bien, mais ça a fait porter le fardeau de la responsabilité évidemment sur les acheteurs et pas tellement sur des administrations ou des personnes comme Christina. Donc, c'est un système qui est assez particulier. Et puis surtout, je termine là-dessus, il faut voir qu'en France, vous avez un assez grand volume de bois qui appartient à des privés. Et les privés échappent complètement évidemment à cette procédure-là et puis sont peu sensibles, en tout cas une partie sont peu sensibles à autre chose qu'au prix et donc continuent d'exporter du chêne vers l'Asie sans transformation, donc en conteneurs bois rond. Et là, je vous parlais un peu de tension dans les forêts suisses. Là, en France, c'est vraiment particulièrement sensible et le projet Notre-Dame a permis de mettre ça en lumière. Gauthier, avant de donner la parole maintenant à Jean-François Rime, une dernière chose. Il manque des équipements industriels pour la deuxième transformation en Suisse. Alors moi, j'évoque la première transformation, hein, véritablement. Moi, je sais, j'en avais parlé avec Thierry Zahn, je crois. C'est lui qui me disait l'autre jour qu'une nouvelle usine de collage en Suisse, dans les tailles de celles qui existent aujourd'hui, donc celles qui sont relativement ambitieuses, elle n'aurait pas de problème à avoir du travail aujourd'hui. Mais là, pour moi, c'est disons, moins de mon ressort. Mais ce que je peux dire, en tout cas, pour la transformation des plateaux, donc des sillages vers la lamelle, hein, donc vraiment les planches parallèles, les bois équarris qui sont la matière qui forme justement celle qui est absorbée dans les usines de collage. Effectivement, aujourd'hui, pour le feuillu, on est relativement limité.
OK. On quitte le Jura pour le canton de Fribourg. Entre parenthèses, ceux qui sont présentables et qui peuvent ouvrir les images de leur présence, c'est plus agréable, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est plus agréable. Jean-François, depuis Bulle, quelle est ta position par rapport au sujet dans lequel nous sommes entrés? Alors, je reprends la discussion où Gauthier Corbat l'a arrêté concernant les capacités de collage. C'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas d'usine qui colle 150 ou 200 000 mètres cubes de bois collé comme en Allemagne ou en Autriche. D'ailleurs, la consommation, d'après les derniers chiffres que j'ai en tête, serait d'environ 250 000 mètres cubes. Mais en Suisse, on a par contre des constructeurs, des gens qui ne sont pas des vrais colleurs, c'est des gens qui font des projets. Je pense naturellement principalement à la maison Ducret, mais il y a la maison Roth en Suisse allemande, et il y en a quelques autres. Et là, le marché est en plein développement. Pour revenir aux généralités, bon, les prix des bois ont relativement augmenté en Suisse comme à l'étranger. Peut-être un tout petit peu moins qu'à l'étranger, c'est possible, c'est ce qu'on entend dire des propriétaires forestiers, mais il faut reconnaître qu'à l'étranger, la tendance est en train de s'inverser. Une des fonctions que j'ai dans l'entreprise, c'est de lire les magazines professionnels allemands et autrichiens pour transmettre les informations à mon fils, et je suis relativement bien informé dans ce domaine-là. On a eu une flambée des prix des grumes, une flambée des prix des sciages, une flambée des prix des bois collés. Aujourd'hui, c'est en train de redescendre et se stabiliser. Alors, je comprends la forêt, je comprends les remarques naturellement de Madame Guiche concernant les prix des grumes. Le problème du Valais est connu depuis longtemps. C'est un des cantons qui exploite le moins ces forêts par rapport à l'accroissement. C'est aussi un des cantons qui a les conditions les plus difficiles avec les grisons. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'approvisionnement, Thierry Tsam pourrait me contredire, n'est pas un problème chez nous. On est bien ravitaillés. Les prix ont augmenté, mais de façon encore relativement raisonnable, et ça fonctionne. Il y a un problème pour les scieries qui n'ont pas de chauffage à distance ou de production de pellets, c'est la mise en valeur des sous-produits, où là, les fabricants de panneaux et de papier n'ont pratiquement pas bougé leur prix. Mais si je résume par rapport à la situation de crise que nous connaissons avec le Covid, on peut dire que pour l'industrie de la scierie, actuellement, les chiffres sont bons, très bons au point de vue volume. Nous, à fin novembre, on a 30% d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à l'année passée, qui avait été une année normale. Et je n'ai pas les résultats financiers, mais je vois un petit peu les liquidités sur les comptes. Donc, l'année 2021 sera bonne pourvu qu'on ait la même année en 2022. Et Jean-François, lors d'un autre débat auquel tu participais, on avait évoqué le besoin éventuel, enfin besoin. La réalité, c'est que, toujours est-il, les scieries ont peut-être leur carnet de commandes plein, mais il n'en demeure pas moins qu'on exporte du bois et on le réimporte. C'est une réalité. Si on a une vision plus générale, on ne peut pas être satisfait sur le plan environnemental et on ne peut pas être satisfait sur le plan économique parce qu'il y a un potentiel, en quelque sorte, d'activité, un potentiel d'emploi qui est latent. Et tu disais il y a quelques semaines, dans un de ces débats, mais ce n'est pas si simple que ça d'agrandir nos scieries ou d'en créer d'autres pour des raisons multiples. Est-ce que tu peux redire un mot à ce sujet ? Alors, en gros, bon, je n'ai pas ressorti les chiffres d'exportation des bois résineux. Les feuillus, ce n'est pas mon domaine. Mais les résineux, l'exportation n'est pas très, très élevée actuellement. On a un ravitaillement des scieries qui est en principe bon à très bon, point de vue des volumes, et ça fonctionne. Par contre, quand j'ai commencé dans la branche il y a relativement longtemps, il y avait 1500 scieries en Suisse. Aujourd'hui, il en reste moins de 150. Le volume scié, grâce à des maisons de Sam, des ponts et quelques autres, est resté le même. Mais aujourd'hui, si nous, des ponts, on voulait s'agrandir, eh bien, on ne trouvera pas de terrain pour s'agrandir
parce qu'il nous faut 10 hectares, 100 000 mètres carrés, et ça, on les trouve nulle part, et on les trouve surtout nulle part à un prix qu'on peut payer. Aujourd'hui, il faudrait payer 200 francs du mètre carré, 100 000 mètres carrés à 200 francs, ça fait 20 millions, plus tous les investissements. Donc, je connais personne qui reconstruit une scierie dans ces conditions. Alors nous, bon, où on est bien, mais on a quand même quelques problèmes de voisinage, pas autant que la maison Fournier-Aride qui a dû interrompre sa production la semaine passée à cause des voisins. Mais enfin, ce problème est un problème. À part ça, on a les problèmes des coûts de transport, on a les salaires, et on a un phénomène qui est un peu nouveau et qui s'est aggravé ces derniers temps, c'est le cours de l'euro qui est à 1,04. Et je ne parierais pas qu'il va remonter à 1,20, je parierais plutôt qu'il va descendre à 1 franc. Voilà. Bien, merci Jean-François. Bien, Thierry, vous avez déjà été interpellé sur une ou deux questions. On a eu l'occasion d'avoir quelques échanges. Vous pouvez, sans que je fasse un commentaire supplémentaire, reprendre la balle au bon. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui, voilà. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à m'excuser pour mon retard. Voilà. Pas de problème. Oui, alors, écoutez, c'est clair qu'il y a entre Gauthier et puis Jean-François, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, hein, notamment pour dire à Gauthier sur la problématique de l'approvisionnement, notamment depuis la France, surtout dans les bois résineux. C'est vrai que quand je vois que l'ONF, Office national des forêts, c'est des gens qui sont capables d'exporter du bois en Chine, je trouve ça inadmissible. Puis je pense qu'en Suisse, on n'a pas cette mentalité et j'espère que ça va rester ainsi parce que si on part dans ce système-là, on aura vite fait de démanteler notre filière du bois. Parce que si nos entreprises n'ont pas de matière, voilà, ça ne sert à rien de discuter d'un avenir proche pour notre filière si la matière première en elle-même part à l'étranger. Ça, c'est un point. Le deuxième point sur ce qu'a dit Jean-François, c'est clair que voilà, les prix ont été évoqués. On a fait une année, c'est pareil, une très bonne année 2021, c'est sûr. Je pense comme toutes les entreprises, comme toutes les scieries européennes, avec ce qui s'est passé. Actuellement, le vent est en train de tourner. C'est vrai, il y a des prix qui circulent depuis l'Allemagne et l'Autriche, et d'ailleurs avec des moins-values de l'ordre de 20 à 30%. Voilà, c'est clair, ça reste compliqué. La problématique des surfaces, Jean-François a aussi évoqué. On est aussi dans le même cas. Je veux dire, ça fait, pour la petite histoire, ça fait, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait passer 7 ans qu'on attend une réponse positive de la part du canton de Vaud, c'est-à-dire du SDT, service d'aménagement du territoire pour les surfaces supplémentaires à l'entreprise, pour pouvoir justement espérer faire plus de volume. Et puis, si on veut faire plus de volume, ça passe par des surfaces supplémentaires, ça c'est clair. Non, mais ce n'est pas facile. Et Jean-François l'a évoqué aussi, problème de transport. Voilà, tout est plus cher en Suisse, les coûts de transport, les salaires et tout ça. Et après, je rebondis aussi sur le fait que Mme Christina Guiche l'a dit. Voilà, après, il faut, pour avoir plus de bois, mais il faut pouvoir les payer, c'est sûr. Mais voilà, en Suisse, après toutes ces problématiques qui ont été évoquées, que je viens de ressouligner, et notamment sur le plan européen, quand on voit comment les scieries européennes qui sont subventionnées à outrance, on n'a rien de tout ça aussi chez nous. Donc, c'est vrai que ça reste compliqué. Et après, voilà, je dirais, dans notre petite Suisse, comment dire ça? Dans notre petite Suisse, eh bien, le marché étant là, c'est clair, l'avenir, le bois a son avenir. On construit de plus en plus de choses en bois, mais on est quand même de plus en plus, on est dicté par l'Europe, c'est sûr, par les scieries autrichiennes et allemandes, ça c'est sûr. Mais je pense, et puis pour venir au bois collé aussi, on se rend compte, voilà, il y a quand même quelques projets qui sortent de terre sur le Valais, dans le canton de Vaud, même le canton de Fribourg, je crois. Donc, il y a quand même un certain avenir pour ce bois et on se battra pour l'avoir, mais ça reste quand même compliqué. Thierry, dans une de nos dernières discussions, on évoquait la création de nouvelles plateformes industrielles pour précisément ce deuxième traitement du bois. Et vous me disiez, oui, mais il ne faut peut-être pas trop multiplier des scieries, mais par contre, il est nécessaire d'avoir une certaine taille. Comment voyez-vous votre complémentarité entre une maison comme la vôtre, qui est la première scierie de Suisse romande en volume sur les résineux, comment voyez-vous les choses en complémentarité par rapport à de plus petites structures?
voulez dire pour les scieries? Ou Oui. bien pour les scieries, ok. Pour les scieries, puis la deuxième transformation. Alors déjà, pour les scieries, bon, je sais que le canton de Vaud, c'est vrai qu'il reste pas grand monde. Bon, il y a la scierie du Toit Chavornay, Jean-Louis Dutoit, qui a remis à son cousin Gérard, qui lui est en train de réinvestir. Tant mieux, bravo, je dirais. Il y a des gens quand même qui croient encore et puis qui vont de l'avant. Mais c'est vrai que pour les scieries, il y a un tel fossé qui a été creusé, en tout cas chez nous, je veux dire, sans vouloir me lancer des fleurs, mais voilà, la deuxième scierie vaudoise scie en une année ce que l'on scie en une semaine. Donc c'est vrai qu'il y a un certain fossé. Mais je pense quand même que ces petites scieries ont la possibilité de subsister par des marchés vraiment très locaux qui leur permettent encore de survivre, je dirais. Nous, on n'est pas capable de faire ce qu'ils font. Enfin, on n'est pas outillés pour faire ce qu'ils font. C'est plutôt des produits de masse. Et puis eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'on fait, voilà, pour les produits d'étrangers au prix qu'il faut être, qui sont avec le prix de l'étranger qui est dicté. Ensuite, pour les bois collés, alors moi, c'est mon avis, mais je pense qu'à présent, en tout cas, ce qui nous concerne, je vois plutôt avoir se concentrer sur notre métier que l'on sait faire, c'est-à-dire la scierie, avoir les investissements qui sont déjà prévus à ce niveau-là, et puis plutôt pouvoir fournir des usines de collage qui peuvent éventuellement sortir de terre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, ces usines de collage, comment vous voyez une évolution? Parce qu'en somme, c'est là, hein, on parle de la deuxième transformation à ce moment. Oui. On est bien là-dessus. Et qui a une valeur ajoutée qu'on n'exploite pas. On est bien d'accord sur ce point-là. D'accord. Alors, comment voyez-vous précisément une action concrète qui modifie la situation concernant précisément ces usines de collage? Bon, il faut, déjà, c'est clair que cette année, on était pas mal sollicité par cette problématique. Enfin, tous les charpentiers suisses ont eu des problèmes d'approvisionnement avec leur circuit habituel, notamment ce qui venait depuis l'étranger. C'est sûr, alors tout le monde était un petit peu affolé. Et puis, on nous a assez souvent sollicité, et puis je pense que Jean-François pourra assurément rajouter, c'est-à-dire qu'on nous a sollicité, pourquoi vous avez pas d'usine de deuxième transformation, patati patata. Bon, mais à présent, comme l'a aussi évoqué Jean-François, donc vous avez le vent qui a tourné, et je pense que d'ici 2 mois ou 6 mois, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé. Comment il faut dire ça? L'être humain, malheureusement, a vite fait d'oublier ce qui s'est passé 6 mois avant. Je dirais ça comme ça. Après, pour répondre plus précisément à votre question, voilà. Écoutez, permettez de rajouter une phrase, s'il vous plaît, concernant ces usines de collage. Aujourd'hui, il y a des très bons colleurs, mais c'est un autre métier. Et celui qui veut faire une usine de collage efficace et compétitive va devoir investir 20 ou 30 millions. Donc, pour une scierie, on doit déjà investir chez nous, on ne peut pas forcément investir dans les autres scieries. Et le problème principal, c'est que si je livre du bois à un colleur et que je deviens son concurrent, en principe, il y a des problèmes, il y a des litiges. Donc, je crois que chacun son métier, les vaches sont bien gardées, quoi. On ne peut pas tout faire. Tu as raison, Jean-François. Je te rejoins. Entièrement raison. Alors là, messieurs, on met le doigt vraiment sur quelque chose d'essentiel par rapport au thème de notre discussion d'aujourd'hui. Et je reviens un instant vers Gauthier Corbat. Gauthier, par rapport aux usines de collage, vous aimez assez la diversification. Est-ce que vous y songez? Alors nous, le projet collage, c'est Fagus Suisse. Nous, on est actionnaire et investi dans le projet Aubreleux de collage donc de feuillus, qui a vécu une première année compliquée parce que c'est une start-up, donc elle débutait dans un environnement qui n'était pas simple, il faut positionner le produit, et puis ça fut difficile. Mais cette année, ça a bien fonctionné parce qu'en plus de ça, avec la difficulté des prix et de l'appro sur du lamellé classique, c'est clair qu'il y a un certain nombre de projets qui se sont tournés vers Fagus. Donc, ça a été une belle opportunité pour cette unité. Mais maintenant, nous, on n'ira pas plus loin que ce qui se passe au Breleux. C'est déjà un projet relativement ambitieux avec des investissements conséquents. Donc, moi, je rejoins aussi effectivement Jean-François et Thierry. Je crois que nous, en tant qu'acteurs de la première transformation, on peut soutenir, et on le fait, un projet tel que Fagus. Mais je crois que les colleurs doivent aussi, eux, trouver leurs propres solutions et investir de leur côté.
Messieurs, vous trois, votre réponse, votre positionnement, que je comprends parfaitement, mais montre qu'on est dans une certaine incohérence par rapport au message de la transition écologique qui doit nous conduire précisément à être dans les circuits courts. Les circuits courts, ça consiste à faire notre collage ici et de ne pas le faire de l'autre côté du monde en exportant notre bois. On va y revenir, Daniel, dans un instant, puisque je vais te passer la parole, mais cela montre, alors, il s'agira de dire qui sont les colleurs. Aujourd'hui, y en a-t-il qui sont suffisamment solides pour le faire? Et s'ils ne le font pas, quelles dispositions pouvons-nous prendre dans notre pays pour qu'on soit en cohérence par rapport à notre politique concernant le réchauffement climatique, concernant la politique écologique, etc., etc. Autrement, on tient des discours, des grands discours sur cette transition écologique, et puis par contre, on ne franchirait pas le pas. Mais merci de ces réponses. On peut rajouter un commentaire là-dessus. Oui, Jean-François. Il y a la maison Ducret à Orge est en train d'investir à Yverdon. Je ne connais pas le détail des projets, mais il y a des projets. Schilliger à Cusnard-Tambrigui a investi dans le collage des sommes énormes ces dernières années. Et le projet que Thierry a évité, il est à 2 km à vol d'oiseau de notre scierie. C'est la maison Grisoni-Tsaug qui veut faire du collage à Bois-d'Anse. Donc, les usines de collage se développent, et elles se développent dans la proximité. Mais elles doivent répondre aux caractéristiques du marché suisse. Alors, merci de cette précision. Notre prochain rendez-vous sur les mêmes bases nous permettra d'aborder véritablement le collage et cette deuxième transformation avec les acteurs qui sont les plus directement concernés. Merci, ce passage est extrêmement intéressant. Maintenant, je me tourne vers Daniel, à qui j'ai demandé notamment, puisqu'on était sur les circuits courts, les circuits courts, c'est bien gentil, mais le circuit court, ça commence par l'usage du bois suisse ou du bois régional, et pas d'un bois qui traverse le monde avant d'être travaillé ici. Daniel, tu as la parole. Oui, merci et bonjour à toutes et tous. En fait, effectivement, ce que je fais, moi, c'est de parler plus de la demande. On a parlé de l'offre et des goulets d'étranglement. Et puis, du point de vue de la demande, on se pose la question comment on peut favoriser ces circuits courts. Et puis, le fait de demander du bois suisse ou du bois local, c'est un des éléments qui fonctionne bien. Et qui fonctionne dans les deux sens d'ailleurs. Si on recourt à des entreprises locales, on a plus de chances d'obtenir du bois suisse. Ce n'est pas une garantie, hein, c'est quand même qu'on a 70% d'importation dans la charpente. Mais à l'inverse, quand on demande du bois suisse, alors là, oui, on a beaucoup plus de chances d'arriver sur des entreprises locales parce que ça fait peu de sens pour une entreprise étrangère de répondre à cette exigence. Et puis, pour un projet privé, c'est simple, en fait. Il suffit d'exiger. Le privé fait ce qu'il veut dans son contrat. Il peut dire « je veux du bois suisse, je veux du bois local, je veux du bois de la forêt XY » et ce n'est pas un souci. Et puis, ça nous amène à cette notion de comment ça se passe dans les plus gros projets, qui sont souvent des projets de marché public, puisque les investisseurs institutionnels sont ceux qui pour l'instant, encore soutiennent ces gros projets. Et là, en fait, la première chose, c'est la volonté. On l'a aussi entendu chez Gauthier. Sans le SIDP, c'est-à-dire sans la volonté du maître de l'ouvrage, on aurait pu faire ce qu'on voulait. Il n'y aurait pas eu de bois suisse ou de bois local dans la patinoire de Porrentruy. C'est la même chose pour la Maison de l'Environnement. C'est la même chose pour le Collège de Béthusie, qui sont 3 projets qui ont été faits en parallèle avec des procédures bois local et entreprise locale filière courte. Donc, cette volonté, elle est importante. Et c'est celle sur laquelle on doit travailler en premier lieu. Ensuite, une fois que la volonté est là, ça ne suffit pas parce qu'effectivement, on est dans le cadre de ces marchés publics. Et puis, ici, on doit adapter les procédures de manière à ce qu'on puisse respecter ces marchés publics. Alors, une première chose qu'on peut dire, c'est que le cadre légal a quelque peu changé. On a des nouvelles directives KBOB qui permettent de faire des choses de manière plus simple quand on est dans des lots qui permettent de travailler sur invitation. On a le droit d'exiger du bois suisse, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant le 1er janvier. Et puis, donc, ces procédures que l'on adapte, on a 2 méthodes. La première, c'est de recourir au minimi quand on est dans un marché international, c'est-à-dire on prend une partie du mandat qui est suffisamment petite pour qu'on puisse déroger aux règles
général, ou quand on est dans le cadre intercantonal, on le fait en adaptant la grandeur des lots. Donc en fait, on doit modifier sa procédure pour pouvoir répondre à ces règles de l'OMC, à ces règles de marché public. En fait, on ne va pas déroger aux règles, on va simplement y répondre. Donc, une des solutions, c'est ces minimi. La deuxième, c'est fournir du propre bois. Quand on fournit son propre bois, lorsqu'un institutionnel a la capacité de fournir une prestation qu'il fait lui-même, c'est le cas du propre bois, alors il peut sortir cette prestation-là du marché public. Et c'est ce qui a été, entre autres, retenu ou partiellement retenu dans l'exemple de la patinoire de Porrentruy, puisqu'on avait une fourniture de propre bois, puis un recours au minimi pour travailler ce bois dans les scieries, par exemple, ou même en collage. La même chose pour Béthusie, fourniture de propre bois, puis recours au minimi pour faire des lots de sciage et de collage. Et ça, c'est vrai, quand on en parle aujourd'hui encore, on a beaucoup d'acteurs qui nous disent « oui, mais c'est compliqué, c'est une contrainte ». Et en fait, il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut vraiment le voir comme une opportunité. C'est une opportunité, malgré le cadre des marchés publics, de faire quand même travailler la filière courte. Et là, clairement, en imposant le bois, on impose de facto la filière courte. Le cadre légal, j'en ai parlé. L'exemplarité, c'est important. Et je reviens sur les mêmes projets parce qu'on l'a vu aussi, il y a des projets dans le canton de Fribourg. Le canton de Fribourg est pionnier en la matière de l'utilisation de son bois. Et ce sont cette exemplarité, ce sont ces maîtres d'ouvrage institutionnels qui montrent l'exemple, qui nous permettent ensuite de dire, voilà, c'est faisable, d'acquérir de l'expérience. Et dans cette expérience, on peut quand même dire aussi sur ces projets que ça a débouché sur une mise en commun de ces expériences, et entre autres sur un site internet qui s'appelle www.proprebois.ch, qui est déjà online, mais pas encore tout à fait terminé, donc il n'est pas encore parfait. Mais en première page, on a déjà une grille de décision, par exemple, qui facilite grandement le travail pour savoir dans quelle situation on se trouve et qu'est-ce qu'on a à faire pour pouvoir faire passer cette filière courte, et puis ce propre bois. Et puis, il y a encore deux éléments que j'aimerais souligner. Le premier, c'est que pour ça, on a besoin d'une filière unie. Ça veut dire qu'on a besoin de partenaires qui font ces exercices et puis qui le font de manière proactive. C'est-à-dire que chacun doit voir l'intérêt qu'il a et l'intérêt de son voisin à faire la même démarche en commun. Ça se fait entre autres par l'IGNOM, hein, donc la culture du nous. Et puis là, le dernier élément, c'est la communication. Je crois qu'on a encore un gros déficit de communication, d'une part pour dire que c'est possible, d'autre part pour dire que c'est relativement facile, mais aussi pour enlever tous les préjugés qui continuent encore aujourd'hui à toucher la filière bois. On sait qu'on a un certain journalisme qui aime la sensation. On l'a bien vu de nouveau avec les problèmes des prix, hein. Il a beaucoup été communiqué sur les problèmes de prix dans la filière bois, alors qu'on n'a, pour ainsi dire, pas entendu parler du fait que l'acier d'armature avait doublé en une semaine. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore important, qu'on doit mieux maîtriser dans la filière pour atteindre ces objectifs de filière courte par l'intermédiaire du bois local ou du bois suisse. Merci Daniel. Tu viens d'insister sur le fait que l'IGNOM, respectivement le CEDOTEC, était à disposition précisément pour donner les informations qui permettent de ne pas être exposés aux inconvénients des marchés publics. Les exemples qu'on a montrent que généralement, on réussit cela s'il y a anticipation. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut s'y prendre. Alors, d'une part, on retient, et on le dira et redira, que dans le cadre de notre organisation l'IGNOM, nous avons une structure que tu diriges et qui peut donner des informations concernant les marchés publics et comment on peut arriver sans violer quoi que ce soit, mais tout simplement avec un problème, grâce à l'anticipation et à une réflexion éclairée, on peut arriver à utiliser notre bois, soit en l'acquérant avant, enfin bref, ces choses-là, tu sauras le leur dire. Ça, c'est un élément. À Fribourg, pour le centre de police, c'est bien comme cela qu'ils avaient agi. Si tu peux nous dire encore un mot à ce sujet.
Alors, ce n'est pas le projet que je connais le mieux. Ce que je peux dire, c'est que nous, on est en train de rassembler des expériences qui sont des expériences parfois très différentes. À Fribourg, il y a eu beaucoup de projets qui partaient de propres bois avec une vision très, très étroite, c'est-à-dire qu'on prenait le bois en forêt avec une partie didactique avec les élèves qui participaient à l'abattage pour ensuite avoir ce bois très précisément dans le bâtiment à un endroit visible, identifiable. Donc, c'est vraiment la démarche la plus aboutie. C'est aussi celle qui demande le plus de temps d'anticipation parce qu'effectivement, on a une obligation du respect de la chaîne qui est complète puisqu'on connaît l'arbre et on connaît sa destination finale. On a d'autres cas comme la patinoire de Porrentruy ou le collège de Béthuzy où la vision elle est un tout petit peu plus large. On a des produits qui sont un peu diversifiés dans de la lamelle, dans du lambris pour pouvoir optimiser aussi les sillages. Et puis ici, on a travaillé vraiment avec une procédure, avec des, comme je l'ai dit avant, avec des minimis, avec des appels d'offres qui est assez intense. Et puis, dans le cas de la Maison de l'Environnement, c'est encore un tout autre cas, c'est un concours en entreprise totale. En gros, on dit, on va vous fournir du bois, mais on ne sait pas encore combien, quand, comment, quelle qualité, parce qu'on ne connaît pas encore le projet. Et c'est clair que chacun de ces projets a des conséquences sur la méthode d'approche pour l'utilisation du bois dans le cadre des marchés publics. Je ne peux pas généraliser, mais oui, on est en train de réunir toutes ces expériences pour pouvoir couvrir la totalité des cas. Et dans un moment, on va pouvoir donner… Pardon, Jean-François. Là-dessus, pour compléter, pour pouvoir faire ces exercices avec la fourniture du bois, bien sûr qu'il faut que ce soit des collectivités publiques, des communes qui ont des forêts. Et ça n'est malheureusement pas toujours le cas. Et puis, on a un deuxième effet restrictif, c'est que si vous faites des poutres collées qui nécessitent du 46 par 175, et qui n'a qu'une dimension, deux dimensions. Quand vous achetez des bois, c'est par définition un produit non homogène. Et donc, si vous voulez en même temps optimiser le rendement, il faut quand même tenir compte de ces restrictions. Mais si les collectivités publiques et les scieurs font preuve d'intelligence et de collaboration, on a toujours trouvé des solutions. Ouais. Alors, je suis très content de la remarque parce que effectivement, comme je l'ai dit, on est en train de faire des expériences et une des expériences qui a été faite, c'est de voir que plus on est extrême dans l'exigence de la fourniture et de ce que l'on reçoit, plus c'est difficile. Et puis, ça devient très, très lié à la capacité de l'entreprise, à sa grandeur. Et là, de nouveau, la matrice de l'entreprise entre le bois qu'elle reçoit et le bois qu'elle doit fournir, c'est un élément déterminant. La qualité des bois et la qualité du produit, si c'est un monoproduit ou si c'est plusieurs produits, c'est déterminant. Et puis, je suis tout à fait d'accord, on doit progresser dans cette démarche, on apprend. En particulier aussi en disant le propre bois, c'était la seule méthode à un moment donné de contourner les marchés publics, pas de les contourner, de répondre aux exigences des marchés publics. Et aujourd'hui, grâce à cette nouvelle règle KBOB, c'est plus la seule. On en a une autre, c'est celle de l'exigence de bois suisse, par exemple, qui permet de compléter un lot et qui permet d'atténuer l'effet du propre bois et de la difficulté de rendement. Vous pourriez m'envoyer cette nouvelle norme KBOB parce que je connais bien les marchés publics. J'étais président de la commission de l'économie quand on a fait cette loi. Il y avait l'aide de Madame Flutiger dans la commission qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais je ne suis pas au courant de la nouvelle règle du KBOB. Je vous l'envoie. Alors, il y a un document KBOB qui est sorti et qui est entré en vigueur au 1er janvier, et puis il y a un compact de l'IGNOM qui fait aussi un résumé là-dessus. Et puis dans les deux, on parle de cette possibilité d'exiger du bois suisse lorsqu'on est dans un appel d'offres de gré à gré ou par invitation. D'accord, merci. OK. Est-ce que par rapport à ce que vous avez entendu, mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un désire poser une question? Vous pouvez… oui, je vois qu'une main s'agite et puis un signe. Alors, votre image est floue et puis votre nom apparaît curieusement. Mais je vous donne volontiers la parole, mais merci de vous présenter. Bonjour, je suis Christophe Perrier, architecte. Vous êtes Christophe Perrier. D'accord, bonjour. Vous avez la parole.
J'ai une question sur les circuits très très courts. Dans les communes de montagne où il y a beaucoup de forêts, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour que justement l'exploitation de ces forêts soit orientée pour qu'on ait des diversités dans les essences possibles et tout ça? Parce que bon, le problème des scieurs, on l'a compris, on n'en a plus. Moi, je suis dans les collines du Jura vaudois, puisque je viens de Sainte-Croix, et on s'aperçoit que quand on demande du bois, on a des fois de la peine à trouver ce qu'on aimerait comme essence. Il y a des déficits dans certaines essences, de résineux par exemple. Lequel d'entre vous veut répondre? Oui, quelles essences? Quelles essences? Sapin blanc. Dans le sapin blanc, il y en a assez. Il y a 30% de la forêt suisse qui a du sapin blanc. Oui, suisse, mais quand je parle régional. Ah, il n'y a pas de scierie dans le Jura vaudois. Il y a Tsann, bon, il y a Tsann. Il y en a dans les montagnes de Châtelois, tout près. Ouais. Je pense que c'est On plutôt... n'aime pas trop sécher le sapin blanc, c'est peut-être ça, non? Donc, oui, mais aussi, c'est pour ses qualités à la résistance à l'humidité. Comment vous dites? C'est aussi parce qu'il a comment est-ce qu'il faut dire, des propriétés pour la résistance à l'humidité qu'il est des fois souhaité, qu'il est très bon pour suivant quelle construction, notamment le massif. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que c'est un bois qu'on n'aime pas trop sécher. Voilà. On le fait de temps en temps, c'est vrai, mais c'est plus compliqué à sécher du sapin, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais je repose ma question au niveau des communes ou comment est-ce qu'il faut dire, de l'organisation cantonale pour la gestion des forêts. Est-ce qu'il y a des encouragements qui sont faits pour l'exploitation, pour dire qu'il faut orienter comment est-ce qu'il faut dire, les essences qui sont disponibles sur certains territoires? Parce qu'on a des tas de zones qui sont très peu exploitées parce qu'effectivement, on a une topographie qui est difficile, qui rend le coût d'exploitation assez coûteux. Mais un circuit très court, on pourrait le négliger. Disons, l'absorber. Dans le canton de Neuchâtel, il y a beaucoup de forêts, mais il y a malheureusement pratiquement plus de scieries, il en reste 2 ou 3. Et ça, c'est un des problèmes. Mais quand on parle de circuits courts, on ne parle pas de 12 km. Oui, j'ai bien mentionné très court. On parle de 50-60 km. Je ne connais pas les chiffres de la maison de Tsann, mais chez nous, le rayon d'approvisionnement moyen est de 60 km. D'accord. Écoutez, on va revenir sur les essences qui nous posent quelques problèmes avec les forestiers dans un instant. Autre question par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à présent, mesdames et messieurs? Si tel n'est pas le cas, et puis Christina, est-ce que tu as récupéré ton collègue? Non, malheureusement, je ne le vois pas. Bon, alors je te redonnerai la parole le concernant pour un témoignage tout à l'heure. Mais j'aimerais revenir sur une chose, c'est que on dit que les essences qui aiment la chaleur sont déjà là en partie. Ce qu'on sait, c'est que les essences qui n'aiment pas la chaleur créent des situations extrêmement graves. En Suisse, peut-être un peu moins que dans un pays comme la France, où on assiste à de véritables catastrophes avec des forêts qui sont dans un état, tout simplement, elles disparaissent. Comment voyez-vous, alors je m'adresse aux forestiers, notamment d'une part à Christine Aguièche, mais à mes collègues Philippe Poget et Roger Bert, comment voyez-vous cette transformation des essences par rapport au changement climatique, qui est une réalité puisqu'on voit les dégâts qui sont déjà là? Philippe, est-ce que tu veux intervenir en premier? Roger est en train de se réinstaller et puis Christina aura sans doute quelque chose à dire. Philippe, à toi la parole. Et après, Roger, s'il veut. Oui, merci, Président. Les forestiers, on voit les choses sur un très long terme. Ça veut dire qu'on sait bien qu'on ne peut pas transformer la forêt pour qu'elle réponde directement maintenant au changement climatique. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler en encourageant les essences dont on suppose qu'elles vont supporter le climat du futur, et puis en transformant progressivement la forêt. Mais c'est vrai que c'est une culture qui est faite sur des centaines d'années, donc on doit accompagner la transformation et puis trouver ces essences. Alors, il y a des tests qui sont faits par les instituts de recherche pour trouver les essences qui seraient mieux adaptées. En ville, ce sera plus facile parce que là, on peut vraiment planter directement et changer les essences directement, mais dans les forêts, ça prendra du temps et on doit suivre ce temps. Et pour la demande de l'architecte de Sainte-Croix, alors à mon avis, il n'y a pas de volonté au niveau de la forêt d'adapter les essences à la demande de la construction. Nous, on va accompagner le développement des essences
qui sont là, et puis plutôt, on va dire ça, permettre que la forêt soit gérée de manière pérenne et qu'elle puisse remplir toutes ses fonctions. Et après, on récolte le bois qu'on a sur place, mais on n'arrive pas à orienter ça en disant ben, on a besoin de plus d'érable ou plus d'autres choses, et puis on transforme les essences pour répondre à une demande. Parce que là, on est sur un marché de très long terme, mais pas sur un marché court. Mais ce qui vous intéresse d'abord, c'est la santé des forêts. Oui, et puis qu'elle puisse répondre alors aux fonctions qu'on attend d'elle sur un très long terme, mais de manière permanente. Je comprends. Roger, tu Pose veux une ajouter quelque chose? question aux forestiers. On a dit en début d'émission qu'on exploitait en Suisse à peu près 50% de l'accroissement des forêts. Alors, quel est le rôle du vieillissement de la forêt dans ces problèmes de santé de la forêt? Parce qu'en définitive, les arbres, c'est des êtres un peu comme les hommes ou les animaux. Et avec le vieillissement, ben, à un moment donné, on meurt, quoi. Ouais. Roger Hébert, tu veux ajouter quelque chose à ce sujet? Ingénieur forestier également. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, je ne vais peut-être pas répondre directement à cette question-là, mais par rapport à l'adaptation des essences suite aux modifications climatiques, je pense que le corps forestier en Suisse, il est extrêmement bien structuré, extrêmement bien formé, mais il a quand même, à mon avis, un tout petit souci, c'est qu'il est extrêmement conservateur. Et par rapport au choix des espèces qu'il faudrait promouvoir, déjà que, comme l'a dit Philippe Poget, il faut une centaine d'années pour qu'on voit le résultat. Aujourd'hui, on est extrêmement frileux, notamment sur les pressions des différentes instances de protection de la nature pour essayer d'introduire ou d'essayer des essences exotiques. On l'a déjà fait avec plus ou moins de succès sur certaines essences. Aujourd'hui, je pense clairement que dans les endroits où il y a le plus de soucis, les forestiers et les propriétaires, qui sont souvent des communes, voire l'État, vont être poussés à un peu d'audace. Aujourd'hui, cette audace, je ne la sens pas tellement chez mes collègues forestiers. En ville, beaucoup plus, parce que ça fait 30 ans qu'on sait qu'il va faire plus chaud et qu'on aura un problème. On avait les mêmes problèmes avec la promotion des essences indigènes, soi-disant les meilleures, et on voit très bien leurs limites en milieu urbain. En milieu forestier, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais je pense qu'on devra y venir aussi. Mais dites-nous ce que c'est faire preuve d'audace. Alors, vous mettriez quoi? Alors écoutez, en forêt, il faut du temps. Alors c'est vrai que l'Institut de recherche forestière Birmensdorf a fait une cinquantaine de parcelles réparties sur toute la Suisse avec une quinzaine, une vingtaine d'espèces, disons, indigènes et originales, donc un peu plus large que le spectre indigène pur. Mais évidemment que les résultats, on ne les verra pas avant 20 ans. Donc ça, c'est un peu problématique. Moi, je suis assez partisan pour simplifier à l'extrême, où on voit que l'épicéa a un problème avec le réchauffement. Si on pense à nos collègues français, ce qu'ils ont fait il y a 100 ans sur le mont Ventoux, où il n'y avait rien. Bon, ils avaient été se promener en Algérie, en Afrique du Nord. Ils ont bien vu qu'il y avait des cèdres là-bas qui résistaient au froid et aux chaleurs, qui poussaient sur du calcaire. Et avec un certain succès, ils l'ont introduit sur le mont Ventoux. Et aujourd'hui, il y a une sylviculture de l'épicéa, enfin du cèdre, pardon, sur le mont Ventoux. Je me dis que peut-être que sur nos flancs du Jura, où on a essayé du mélèze il y a une quarantaine d'années, peut-être qu'on devrait essayer un peu de cèdre de l'Atlas, voire du cèdre du Liban. Aujourd'hui, c'est un peu les mêmes. Forestièrement, je pense qu'il sera intéressant. D'un point de vue utilisation dans la filière bois, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi. Évidemment que les résultats, on les verra dans 100 ans. Alors aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de prêcher dans le désert. On se fiche de moi, on rigole. Mais non, sois rassuré. Je maintiens quand même que le cèdre de l'Atlas, par rapport à la chaleur sur du sol calcaire et en altitude, par rapport au froid, il a fait ses preuves ailleurs. Réaction, Christina. On vous laisse entre forestiers un moment parce que sans cela, il n'y a pas d'avenir du tout. Hein. Alors, je suis contente d'entendre les propos de Roger parce que j'ai dû faire le même constat comme on a fait 2 journées sur ces changements climatiques dans les forêts valaisannes. C'est d'une part l'incrédulité des forestiers de voir l'amplitude de ces changements qu'on prévoit. Par ailleurs, on voit en forêt que la forêt réagit déjà.
on a retrouvé des chênes à 1600 mètres. Le plus gros problème pour les forestiers valaisans, du moins, c'est que les seuls bois qui risquent de pousser dans quelques décennies, c'est celles qui ont 4 pattes en dessous, parce que tout est mangé, tout ce qui dépasse 15 cm est juste mangé par le cerf, notamment, mais aussi chevreuil, chamois. Donc ça, c'est un gros problème dans ces changements climatiques, c'est de pouvoir aussi réguler le gibier pour qu'on ait des prochaines essences. Et je pense, comme Roger, on doit sortir de ce dogme de rajeunissement naturel, que la nature sait ce qu'il faut faire de correct, parce que la nature, elle ne va pas regarder ce que nous, les hommes, on a besoin. Et puis là, on est face à une amplitude de changement qu'on n'a jamais connue. Et puis la forêt, si elle n'est plus là pendant 100 ans, pour la nature, c'est égal. Elle va revenir un jour ou l'autre. Mais nous, même 5 ans sans la protection de la forêt dans les montagnes valaisannes, c'est juste pas possible. Je peux faire une remarque là sur ce que vous venez de dire, madame. On a les 3 fonctions de la forêt, c'est connu, la protection, la production et la fonction de détente pour les habitants des villes. Et moi, je demande une chose, et j'ai eu l'occasion de le dire lors d'un débat à Birmensdorf il n'y a pas longtemps, c'est qu'on mette au moins ces 3 fonctions sur le même pied. Je ne demande pas que la fonction de production soit prioritaire, mais qu'on ait une égalité dans ces fonctions. Et ça, c'est un problème pour nous, les acheteurs de bois. Je vous l'accorde tout à fait. Et puis, je crois que les propriétaires forestiers valaisans font beaucoup pour justement qu'on reconnaisse aussi que la forêt n'a pas que le rôle de protection, qu'on a justement ces volumes de bois qui restent en forêt à pourrir et qui ne sont pas valorisés, et que justement, il faut aussi considérer cette fonction de production qui, pour nous, a un rôle écologique tout autant que toutes les autres fonctions. De valoriser le bois, de l'utiliser à la place d'utiliser d'autres matériaux plus polluants, je veux dire, ça fait partie du travail aussi du forestier. Depuis le début de la pandémie, les touristes, les marcheurs se promènent davantage, sont plus nombreux et on les retrouve en forêt. Il y a indiscutablement une pression sur le milieu naturel depuis qu'on vit un peu différemment. Est-ce que cette pression représente quelques dangers? C'est surtout pour le Valais que je pose la question. On se promène aussi dans les forêts genevoises, enfin c'est différent. Certains aiment bien dire que ce sont des parcs, pourtant c'est quand même, elles ne sont pas négligeables. Et vous qui habitez ailleurs qu'à Genève, sachez ceci, c'est que comme on a des espaces forestiers relativement réduits, on les soigne alors d'une manière assez extraordinaire et avec une certaine fierté. À toi, Christina, pour ce que tu vois en Valais. Alors c'est très clair, on a vu une augmentation de la pression sur les forêts par des promeneurs. Pour le propriétaire de forêt, c'est toujours, d'une part, on se réjouit que les gens apprécient la forêt, d'un autre côté, c'est les coûts, parce que d'avoir beaucoup de promeneurs, c'est des sentinelles qu'il faut mettre sur les chantiers forestiers. Ça va même plus loin, c'est qu'il faut garder ouverts les sentiers qui sont fortement fréquentés. Donc, on abat les bois qui ne sont pas forcément dans la bonne direction par rapport au débardage. Il y a des cantons qui valorisent cette fonction d'accueil et qui indemnisent le propriétaire. Et puis, il y a d'autres cantons où il n'y a rien. Et je rajoute à ça, on a récemment découvert que les communes font des concepts de mobilité douce qui réactivent d'anciens chemins qui ont peut-être été abandonnés il y a 100 ans en arrière. Le propriétaire de forêt est tout bonnement pas informé. On ne sait pas que tout à coup, nos forêts vont être ouvertes à d'autres sentiers de mobilité et ça implique aussi une certaine responsabilité pour le propriétaire vu que toute infrastructure, on doit assurer la sécurité autour. Donc pour le propriétaire de forêt, à part le fait qu'on est content que les gens apprécient la forêt, c'est aussi passablement de coûts supplémentaires. Roger, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Non, j'ai cru que tu lui avais appuyé sur ton bouton. Si tu permets, Claude, moi oui, je t'en prie. j'aimerais bien revenir un petit peu sur
la fonction de production. On a dit que la forêt changeait, et puis moi, je maintiens qu'on doit aussi prendre la notion de ressources parmi, comme aussi l'a dit Jean-François Rime, qu'on doit prendre la notion de ressources parmi les critères pour fixer cette nouvelle forêt qui prendra du temps. Mais il ne faut pas oublier autre chose. On ne va pas seulement amener de nouvelles essences, on va aussi éliminer les anciennes. Et puis, on a un risque actuel qui est quand même le risque d'avoir plus de bois de tempête, hein, d'avoir plus de bois baustriché, d'avoir plus de bois qui souffrent de ces changements climatiques. Et ce bois-là, il va arriver sur le marché. Et donc, on retombe dans la notion de où va-t-on le transformer? Est-ce qu'il va rester en forêt? Est-ce qu'il va être transformé? Au-delà du prix, hein, parce qu'on sait que ce bois, si on le laisse trop longtemps, il perd de la valeur. Je pense quand même que c'est un critère qu'on doit aussi tenir compte dans l'adaptation de la première et de la deuxième transformation. Que va-t-il advenir du bois actuel avec le réchauffement climatique? Vous avez évoqué le bois qui reste en forêt. Et ça, il faut quand même le dire et le répéter. J'imagine que tous les participants au débat le savent. C'est qu'un bois qui reste en forêt, qui pourrit, dégage autant de CO2 qu'un bois qu'on brûle. Alors, je ne veux pas brûler tout le bois, non. Mais au moins, la meilleure façon de stocker du CO2, c'est de construire en bois. Et ça, il faut vraiment le répéter, le redire tout le temps, tout le temps. Daniel, tu voulais répliquer? Non, sur ce point, merci de rappeler cela. Il est clair que les gens qui se promènent en forêt sont souvent surpris et voire choqués de constater qu'il y a des quantités de bois considérables qui sont au sol. Dans sa première intervention, Christina a relevé les raisons de cette situation et le fait qu'on n'arrivait pas à payer ce qu'il fallait pour sortir ce bois. Donc, si on prend les choses dans l'ordre chronologique, en s'approchant de la fin de notre réunion, on constate, on a aimé dire, et on a eu raison, que la forêt suisse est exemplaire. En général, sur le plan international, on reconnaît que son exploitation est exemplaire. Cette exemplarité a un coût, elle a un coût. Et cette exemplarité, elle ne répond pas toutefois à l'objectif que nous poursuivons sur précisément la gestion environnementale. Ce bois qui est au sol, pour qu'il sorte, il doit être payé. En 2019, quand on a terminé les rencontres Woodridge de Genève, on a souligné que le bois n'était pas payé. Et quand vous avez des propriétaires forestiers privés, et Philippe Poget peut réagir à cet égard, souvent, ils n'ont pas, peut-être qu'à Genève c'est un petit peu différent, mais dans de nombreux endroits, ils n'ont pas la possibilité d'entretenir leur forêt. Rester indifférent sur le plan national à cela, c'est être incohérent par rapport à une politique environnementale. Ça, c'est le point véritablement numéro 1. Le point numéro 2, maintenant, Daniel vient de souligner la modification de la forêt pour des raisons climatiques. Du bois qui sera au sol, non pas parce qu'on l'a coupé, mais parce que la nature aura fait qu'il sera au sol. Comment allons-nous gérer ces quantités qui sont extrêmement importantes et qui vont arriver? Puis ensuite, une fois qu'il est au sol, on a évoqué avec les intervenants skieurs la situation présente, c'est-à-dire satisfaction dans une phase de la filière, et puis la réflexion qu'on doit avoir si véritablement on entend faire véritablement les choses dans notre pays. Ça, c'est une autre question qui vient se poser. Mais aussi, il y a des allusions qui ont été faites. Mesdames et messieurs, il faut comprendre que si on est assez bien dans ce qu'on fait dans notre pays, peut-être pas trop modeste, mais c'est vrai qu'on n'est pas mauvais, mais tout coûte nettement plus cher. Et c'est, je crois, avec Patrick Corbat que j'évoquais ces sujets-là il n'y a pas très longtemps, concernant les coûts, et je ne sais plus lequel d'entre vous a fait allusion tout à l'heure, notamment le transport du bois. On est le seul pays où la limite quantitative du poids par camion est véritablement la plus exigeante, c'est-à-dire qu'il faut 2 camions là où un suffirait. Je ne dis pas qu'on a tort, mais chaque fois, toutes ces mesures sont prises dans un certain sens. Les taxes qui sont levées, des taxes absolument uniques au monde, tout ça a un prix qui est conséquent. Autrement dit, véritablement, on a raison d'être mobilisés les uns et les autres. Merci à ceux qui suivent cette réunion et qu'ils qu'ils soient des ambassadeurs pour passer ce message. Il ne s'agit pas d'être critique pour être critique, mais d'être conscient que la transition écologique
au niveau environnemental et au niveau économique ne peut se faire qu'avec des changements. Autrement, nous sommes véritablement dans l'incohérence d'une manière générale. Nous avions comme objectif aujourd'hui de traiter, valorisons nos circuits courts en consommant et transformant notre bois suisse et régional. Indiscutablement, on sait qu'on a suffisamment de bois. On sait qu'on peut utiliser du bois suisse en prenant un certain nombre de mesures, mais faut-il avoir cette volonté? Parce que certains ne l'ont pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et puis d'autre part, on sait que d'une part, on a des scieries qui sont performantes, indiscutablement, et que par contre, au niveau de la deuxième transformation et du collage, il y a un investissement industriel à faire qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas un problème simple et visiblement, on n'y gagne pas facilement de l'argent parce qu'il y aurait déjà eu des réactions d'investisseurs qui se seraient orientés dans cette direction. Alors voilà à peu près où nous en sommes. Moi, je vous remercie aux participants d'avoir répondu aux questions posées. Elles sont complexes. Évidemment qu'en 1h15, on peut avoir quelques frustrations de ne pas avoir tout abordé, mais on est sur l'essentiel. Est-ce que l'un d'entre vous désire encore ajouter quelque chose? Je fais volontiers de nouveau un petit tour rapide. Christina, tu ajoutes quelque chose notamment? J'ajoute quelque chose sur l'absent. Quel était son témoignage? Tout à fait. Donc, Pierre-André Dallars devait être aujourd'hui avec nous pour parler de leur initiative Près de mon arbre. C'est une association entre un entrepreneur forestier, une scierie et puis un constructeur bois. Ils ont ensemble acheté une machine pour faire du lamellé croisé tenu par des chevilles. Vous connaissez peut-être ces machines Technowood. Il en existe déjà 3 en Suisse. Donc, c'est un marché de niche pour des gens qui ont les moyens de se payer une maison qui est en pur bois, sans colle, sans clous, et puis avec un concept qui leur permet d'amener les clients voir la forêt où le bois va être exploité et qui est ce lien qui est créé de la forêt jusqu'à la maison. Donc là, on est vraiment dans les circuits courts. C'est la petite niche, c'est la démarche de niche. Merci. Est-ce que Gauthier voulait ajouter quelque chose? Rien. Jean-François? Alors moi, je voudrais simplement dire au plaisir que j'ai participé à ce genre de débat. Il faut que les discussions qu'on a eues soient retransmises le plus largement possible et te remercier, Claude, qui est en définitive pas quelqu'un qui vient du bois, de l'engagement que tu as pour la promotion du bois. Et on voit d'ailleurs qu'à Genève, par rapport à un canton qui n'est pas un canton forestier, on a quand même une très grosse utilisation du bois. On peut en faire un peu plus, mais en ce qui concerne la diffusion de ce rendez-vous d'aujourd'hui, nous le mettons sur notre site et on va passer un message pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de pouvoir suivre en effet ce débat. Thierry? Oui, j'aimerais peut-être rajouter une chose concernant Ingold, excuse-moi, ton prénom. Daniel. Excuse-moi. Oui, peut-être rajouter sur la construction, je pense que vu qu'avec la problématique des tempêtes qui risque d'être là de plus en plus omniprésente, et notamment la problématique du bostricher, il faudrait pouvoir changer un petit peu la qualité dans les constructions, autoriser à avoir du bois bleu, par exemple si on a des bois bostrichés, vous voyez, il faudrait changer un petit peu la norme pour les constructions. Ça, je pense que ce serait important. Parce que je pense que ça n'altérera pas la problématique mécanique, la résistance mécanique du bois, mais qu'on puisse tolérer ce genre être plus large au sens, à certains sens pour la construction du bois. Je pense que ce serait important. Tu t'es mis devant des bois colorés, là. Comment tu dis? Tu t'es mis devant des bois colorés, derrière toi, on voit du bois qui a Voilà, c'est juste. Ouais, c'est juste. La visioconférence, ça permet une certaine intimité. On entre chez les gens. Enfin, on a vu aucun d'entre vous se lever et donner des images un peu surprenantes parce que dans ces choses-là, il y a eu quelques anecdotes. Ça n'a pas été le cas. Vous avez tous été présentables pour ceux qui ont allumé. Ceux qui n'ont pas allumé, c'est parce qu'ils ne l'étaient pas, s'ils n'ont pas mis leur image. Voilà. Daniel, tu veux réagir à la Juste une petite chose. Oui. J'étais en retard parce que derrière moi, je ne sais pas, je suis dans le Carnot de C, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, vous pourrez tous boire un verre maintenant, chacun chez soi. Merci, Julien, de votre prestation
présentation, de votre intervention sur le plan technique. Merci aux intervenants et à tous les participants. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous l'année prochaine, dès le mois de janvier. Nous allons vous proposer un nouveau rendez-vous sur un thème qui mérite toute notre attention. C'est une vraie passion, le bois. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Au revoir.